On a tellement de retard que Le mal est fait. le mal est fait. T'sais. Donc là, on a un retard d'entretien, on a un déficit de maintien des actifs qui est énorme, okay? Et que financièrement, on n'est pas capable de rattraper ça parce que c'est historique. Okay? Donc, des villes qui ont maintenu ça à un niveau acceptable, ben oui, il n'y en a pas de problème. Si vous avez déjà planté votre char dans un nid de poule, dites-vous que vous n'êtes pas seul. C'est un fléau présentement à Montréal. Il y en a partout. Il y en a sur les petites rues, dans les grandes artères. Il y a même des commerces qui ont fermé leurs portes parce qu'il y avait tellement de nids de poules autour qu'il y avait une perte de clientèle reliée à ça. Puis savez-vous quoi? Seulement en janvier, février cette année, on a recensé 2000 nids de poules dans la métropole, ce qui est un record. Moi, quand j'entends tout ça, j'ai mal à ma ville. Alors aujourd'hui, discussion de fond en comble sur les nids de poules avec Alan Carter, qui est professeur au département de génie de la construction à l'ETS. Alan, merci de te prêter au jeu aujourd'hui parce que je pense parler au nom de beaucoup de Montréalais. Il y a une écœurantite sur les nids de poules. Là, c'est vraiment un fléau à Montréal. Il y en a partout. Ça coûte cher aux gens aussi. Oui. Et ma première question, je pense qu'elle va être très simple pour toi à répondre, mais quand même importante. C'est quoi un nid de poule? Qu'est-ce qui cause ça, premièrement? OK. Bon, nid de poule, ça va, on comprend tous que c'est un trou dans la chaussée. Là, on passe dedans, puis on perd l'enjoliveur ou on brise ou quelque chose comme ça. Le nid de poule, c'est comme le dernier symptôme d'une chaussée qui est en mauvais état. C'est une chaussée qui est en fin de vie. Okay. Puis c'est son dernier bobo qui montre qu'elle est mourante, elle appelle à l'aide, puis que personne n'est venu l'aider. Donc, pour qu'il y ait un nid de poule, il a fallu qu'il y ait une dégradation quelconque. Un trou, une fissure, une fente, quelque chose qui fait que de l'eau a pu rentrer dans la structure de la chaussée. Ça va? Donc, une fois qu'il y a de l'eau qui est rentrée, on arrive souvent à période de gel-dégel, ça existe au Québec. Donc, l'eau qui est prisonnière dans la structure, ben, va gonfler. Quand ça va devenir de la glace, ça gonfle. Fait que ça fait bouger un peu les matériaux. La force de l'eau qui se transforme en glace, c'est beaucoup plus fort que le matériau comme tel. On n'est pas capable d'empêcher ça. Une fois qu'il y a du trafic qui passe dessus, ben, en ayant fait bouger les matériaux, ils sont plus fragiles un peu. Le trafic passe dessus, et là, il fait arracher des morceaux. Et lentement, pas vite, ben, ça creuse, puis ça fait un nid de poule, ça fait un trou. Fait que s'il n'y avait pas eu de trou au départ, s'il n'y avait pas eu de dégradation pour commencer, ben, j'aurais pas de nid de poule. OK. Là, déjà, là, tu m'apprends beaucoup de choses, puis il y a beaucoup d'informations. Ça veut dire que techniquement, on ne devrait jamais retrouver un nid de poule sur une chaussée neuve. Non. Puis techniquement, d'autres villes au monde qui ont les mêmes intempéries que nous, qui ont aussi du gel-dégel, mais qui entretiennent bien leur réseau, n'auraient pas de nid de poule non plus. Exact. Donc, c'est un cumulatif de facteurs. Oui. OK. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, alors, une rue, ben, il faut voir venir le problème à l'avance. C'est clair que ça prend de l'entretien. Oui. Donc, un nid de poule sur une chaussée qui vient d'être construite, c'est pas vraiment possible. Okay? Il n'y a rien d'impossible, là. Ça peut être fait vraiment tout croche, la chaussée, puis bon, ça peut arriver. Mais il faut entretenir notre route quelconque. On a la majorité des routes, la majorité des chaussées qu'on a au Québec ont de l'âge. Des chaussées neuves, il y en a, mais pas tant que ça. La plupart des quartiers, peu importe les développements où on est, ont déjà été construits. Les quartiers neufs, il y en a, des petites rues résidentielles, mais le gros boulevard urbain ou l'autoroute, on n'en fait presque plus. Donc, les autoroutes, si on prend les grosses principales autour de Montréal, la 20, la 40, la 13, la 15, la 19, peu importe ceux-là. C'est toutes des autoroutes qui ont de l'âge. Ouais. Ils ont été construites très correctement, avec une durée de vie de peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ça fait tout largement plus que ça qui sont là. Ils auraient dû être entretenus un peu mieux que ça. C'est ce qui fait que ça donne les routes dans les états qu'on a présentement. Ça, c'est au niveau autoroute. Mais au niveau municipal, c'est exactement la même chose. Mais ça me semble être pire. Oui. Dans le sens, quand je fais la 20, là, Montréal-Québec, oui. je me souviens pas d'avoir vu un nid de poule, ou en tout cas, peut-être qu'il y en a moins. Là, on a vraiment l'impression que les nids de poule, c'est l'apanage du centre-ville de Montréal ou de Montréal dans sa couronne complète. Oui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Okay? Et Montréal a déjà été reconnu, malheureusement, comme un peu un des pires endroits sur la planète au niveau nid de poule. Mais d'autres villes, Edmonton ont déjà crié haut et fort, qui était la capitale mondiale des nids de poule. Okay? Donc, on n'est pas les seuls. Ça va? Dans une ville, souvent, c'est un peu plus complexe. Parce que, bon, les chaussées se sont dégradées de la même façon que si c'était autoroute, c'était un réseau ministère ou autre.
Mais on n'a pas nécessairement autant d'argent pour entretenir et pour réparer les routes. Et le réseau est énorme. La ville de Montréal, je ne me souviens pas le nombre de kilomètres qu'il y a, mais c'est très, très grand. Et il y a un côté social aussi qui est là. Tout le monde veut que sa route soit parfaite. Le Québécois moyen, il est chialeux. C'est correct. On a le droit. Tout le monde dit, je paye des taxes, ça devrait être mieux, ça devrait être en meilleur état. Tout ça est vrai. En fait, je pense qu'on a un seuil de tolérance qui est quand même là. C'est juste qu'en ce moment, pour vrai, c'est Bagdad. Là. C'est plus, le seuil de tolérance a été excédé. Là. Oui. Il y a et les dommages réels faits aux automobilistes, ça a été documenté et tout, comment ça coûte par personne. Il le fait, donc c'est vrai. Fait que les gens ont été, patients. Mais là, on est rendu à un point de non-retour, si on veut. Parce qu'il y a beaucoup de routes qu'on n'est pas en mesure, avec le financement qu'on a actuellement, de les amener dans l'état que l'on voudrait qu'elles soient. Fait que là, on patch. C'est ça fait que là, on patch. Et toi-même, en entrevue, tu as déjà dit que le resurfaçage, c'était une technique justement de patchage, mais que ça ne règle pas le problème, ça fait juste le pelleter à plus tard. Exact. Là, on est le plus tard, je pense. Oui, mais on peut continuer de faire seulement du planage resurfaçage. Ouais. On pourrait faire ça à peu près à l'infini. OK. Sauf que économiquement, c'est pas viable du tout. Ça revient plus cher que si on le prenait à la source qu'on le oui, réparait définitivement. Okay. Parce que le planage de resurfaçage, il va falloir qu'on le fasse et qu'on le refasse et qu'on le refasse à chaque année, en fait. Et le temps, la durée de vie de ce planage de resurfaçage-là va être de plus en plus courte. Là, si on fait un planage et on enlève, disons, un 30-40 mm, qui est relativement épais de ce qu'on peut enlever de l'enrobé de surface, ça va prendre maximum 2 ans. Je suis revenu au même endroit, à la même chose. Donc, mais ça, c'est là présentement. Mais tant que la fondation, tout ce qui est en dessous brise, j'ai beau refaire la peinture sur le dessus, c'est pas ça qui va changer quelque chose. C'est comme si vous aviez sur la maison chez vous que le mur au rez-de-chaussée, il craque parce que votre fondation se déplace. Moi, je le plâtre. Et votre solution, c'est plâtrer, le peinturer. Ça a probablement réparé la fondation. Ça n'a pas réparé. Ouais. C'est quoi? Comment on fait donc pour réparer la fondation? Ça devrait être quoi la bonne technique? Mettons que le budget est infini. Là. Comment techniquement on devrait se prendre pour réparer un nid de poule pour de bon? Bon, on ne réparera pas le nid de poule. Parce que réparer le nid de poule, ça, c'est facile. Il existe 1 million de matériaux de techniques pour réparer les nids de poule et toutes les méthodes, tous les matériaux fonctionnent tous. Donc, on dit, non, je vends le meilleur produit de l'univers. Peut-être. Mais fait correctement, la réparation, elle tient. Ça va. Mais elle tient jusqu'à un certain point. Parce que si le dessous a le cancer, il faut... Maintenant, il n'existe pas de technique unique. Ça prend la bonne technique, au bon endroit et au bon moment. Ça nous prend les 3 choses. Si on est rendu au nid de poule, le bon moment, ça fait longtemps qu'il est parti. Donc, quel matériau faire, ça va dépendre dans quel endroit qu'on est. C'est quoi notre but? Donc, je veux faire quelque chose qui va durer pendant les 50 prochaines années ou je veux faire quelque chose qui va durer jusqu'à temps qu'on soit à la prochaine élection. Donc, c'est pas nécessairement les mêmes matériaux qui sont utilisés. Et maintenant, ce qu'on ajoute, qui n'existait pas si on recule de 15, 20 ans, 30 ans, c'est une espèce de performance environnementale qui est de plus en plus demandée. Pas nécessairement par les donneurs d'ouvrage, mais par les citoyens. Les citoyens, tu leur dis, bon, mais regarde, j'ai peut-être un matériau qui va faire que c'est moins dommageable pour l'environnement. On va mettre plus de matériaux recyclés. Ou on va faire quelque chose pour limiter les îlots de chaleur. Donc, on va changer un peu la couleur ou des choses comme ça sur la chaussée. Mais à quel prix? Au prix de l'efficacité, au détriment de l'efficacité? Il faut pas. Donc, aussitôt qu'on ajoute quelque chose qui est bon pour l'environnement, ça ne doit surtout pas enlever la performance, la durée de vie. Parce que sinon, au niveau de l'environnement, c'est pire que c'était. Donc, peu importe ce que je fais, il faut probablement que je creuse un peu plus. Une structure de chaussée, tu as 2 types de... on a 3 types de chaussées. Des chaussées non revêtues, des chaussées en gravier ou des choses comme ça, qu'on n'a pas dans aucune ville ou presque. On peut y revenir, ça ne serait pas une mauvaise idée. La deuxième chose, c'est les chaussées rigides. C'est les chaussées faites avec une dalle de béton à la surface. Donc, c'est comme un plancher d'un bâtiment, quelque chose, c'est le même principe. Là, c'est une dalle de béton. Mais ça compte sur les chaussées revêtues au Québec, au Canada en général. On est à peu près à 5% chaussées rigides, puis 95% chaussées en enrobé, qu'on appelle les chaussées flexibles, chaussées souples. Ça, c'est l'asphalte ordinaire? C'est l'asphalte. C'est les chaussées les plus standards. Donc, une chaussée rigide, ça va être la dalle de béton, puis en dessous, on va avoir du granulaire. Des chaussées bitumineuses, des chaussées souples, asphalte, on devrait appeler ça enrobé en passant. Donc, c'est une chaussée qui va avoir une
plusieurs couches de matériaux granulaires et par-dessus ça, 1, 2, 3 couches de enrobés qui ont différentes fonctions. Et plus ça fait longtemps que ma chaussée a été construite et plus elle est en mauvais état, mais plus je vais devoir creuser dans ma structure pour changer ça, pour réparer ça, pour réhabiliter ça. Donc, dépendamment de ma structure, je creuse un petit peu, je creuse beaucoup ou très beaucoup. Fait que généralement, en fait, c'est l'asphalte que tu me dis d'appeler l'enrobage. C'est tout ça qu'on devrait arracher pour reprendre au moins à la dalle de béton? Il n'y a pas de béton. Donc, soit on a béton sur granulaire, soit on a enrobé sur granulaire. OK, fait qu'il faut se rendre au granulaire, au moins. Là, on peut faire un petit astérix là-dedans. La Ville de Montréal a été longtemps enrobée sur béton. Un peu comme le meilleur des deux mondes. C'est une chaussée hybride. Sauf que la Ville de Montréal, comme beaucoup d'autres villes, en dessous des chaussées, t'as égout, aqueduc, câble, gaz, toutes ces choses-là. Et à chaque fois qu'on creuse, je dois détruire la dalle. Ce qui fait qu'avec le temps, des structures de chaussées hybrides comme ça, il n'y en a presque plus parce que toutes les dalles ont été détruites. Donc oui, si j'ai une chaussée qui a montré des signes de fatigue ou n'importe quoi, quelque chose, je vais enlever probablement toute l'enrobée. Que j'enlève le granulaire au complet, c'est rare que j'ai besoin de faire ça. Mais ça arrive. Là, quand même, tu apportes une piste de solution technique. Je comprends ce qu'il faut que je fasse pour réparer le nid de poule. Mais là, on se comprend, ils vont pas faire ça à Montréal. On peut pas commencer à aller dans toutes nos rues, arracher l'enrobage, puis... Mais pourquoi pas? Ah, là... Non, mais c'est... Il y a deux choses. De un, si je fais une réhabilitation, donc parce que j'ai pas fait l'entretien, donc on prépare l'entretien, mais parce que je n'ai pas fait l'entretien, je dois faire de la réhabilitation. Financièrement, on n'a pas l'argent pour toutes les refaire. Clairement. En même temps, c'est un investissement parce que tu disais tantôt que le resurfaçage va finir par coûter plus cher. Et actuellement, tous les contrats sont regardés à court terme. On ne regarde pas le coût sur la durée de vie. Donc, on ne fait pas d'analyse de cycle de vie, une analyse économique sur le cycle de vie. On vit dans le moment présent. On vit dans le moment présent. Ça, je ne l'ai pas, je ne le mets pas. Exactement. Ça, Exactement. Fait que ça, c'est une chose. Deuxième chose, admettons qu'on a l'argent. Donc là, on a l'argent, c'est fantastique, on peut toutes les refaire. On n'a pas assez d'entreprises ou de personnel pour toutes les refaire. Parce que nous, on ne peut pas construire en plein hiver. Donc, on est plutôt limité. Fait que ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, je ne suis pas certain qu'on devrait et qu'on a besoin de toutes les refaire. Et pourquoi? On a tendance à utiliser la voiture pour tout, pour aller absolument partout. Et les villes en Amérique du Nord ont été construites autour de la voiture. Donc, on peut s'installer, on peut aller très loin, on peut aller très... au niveau environnemental, c'est pas une bonne idée. Donc, il y a probablement certaines structures de route qu'on pourrait jusqu'à un certain point laisser aller. Tu veux dire les laisser en décrépitude juste en se disant... On est capable, oui. On va moins les emprunter tout simplement. Mais on est capable de faire des traitements, de faire des réhabilitations qui sont beaucoup plus économiques, qui vont être moins, structurellement, c'est moins intéressant qu'une structure de chaussée neuve. Mais ça va être beaucoup plus économique. Au niveau environnemental, c'est aussi meilleur. Mais c'est des chaussées, par exemple, sur lesquelles on va dire, là, il n'y a plus de poids lourd sur cette chaussée-là. Parce que elle n'est pas physiquement faite pour ça. Mais pour du transport, monsieur, madame, tout le monde, la petite voiture, il n'y a absolument aucun problème. Mais là, c'est intéressant ce que tu amènes, parce qu'il y a des villes, surtout en Europe, qui ont commencé à faire ça, limiter l'accès dans les grands centres. C'est un peu de ça dont tu parles. Mais à Montréal, avec toutes les livraisons, tout ce qui se passe à Montréal, est-ce que vraiment tu peux penser que ce serait possible de faire ça, commencer à limiter des quartiers ou des zones seulement aux résidences ou... Oui, c'est pas impossible. C'est sûr que tous les endroits où il y a pas ou peu de trafic, où c'est fermé presque complètement, tu as des exceptions sur lesquelles tu peux avoir un camion de livraison parce que tu as des nouveaux meubles ou des choses comme ça. Donc, 100% empêché, probablement pas. Puis, on n'a pas une tendance, on n'aime pas ça, la densification ici, c'est clair. Tout le monde veut faire le mieux possible pour le développement durable et tout, mais par défaut, la majorité des gens aimeraient mieux avoir un peu plus de place, un peu plus loin de leurs voisins. C'est vrai que Montréal n'est pas si dense quand tu la compares à d'autres grandes villes. On a le centre-ville ici, Griffintown, tout ça, mais dès que tu recules un peu, Plateau, Antique, c'est pas très dense. Non, c'est des très grandes distances. Et oui, on peut faire beaucoup de choses en transport en commun, c'est vrai. Le système est très efficace et tout, mais il y a une limite. À un moment donné, il faut utiliser les chaussées.
Mais notre niveau de ce qui est acceptable pour une chaussée est peut-être pas bon. Dans plusieurs endroits, de plusieurs municipalités de petites, faibles populations et tout, à un moment donné, ils ont demandé, il fallait asphalter, il fallait mettre de l'enrobé partout. Pourquoi moi? Parce que la ville voisine l'a fait. Puis je suis aussi bon que Montréal, je suis aussi bon que les autres, donc moi aussi, je devrais ça. Mais il n'y avait pas l'argent pour le faire. Il n'y avait surtout pas l'argent pour l'entretenir. Donc, c'est rendu dans des états lamentables. Et si c'était demeuré dans des chaussées en gravier, ou des chaussées en gravier qu'on peut traiter, qu'on peut stabiliser, donc ça ne fait pas de poussière, des choses comme ça, mais c'est pas noir. C'est pas, donc, psychologiquement, c'est pas noir, donc c'est pas une bonne route. Il faut que ça soit noir. Si on joue au voisin gonflable. C'est vrai qu'on est comme ça. Oui, vraiment. Quand c'est neuf, c'est noir. Ah, c'est noir, je suis content. C'est ça. Pourtant, si c'était une couleur plus pâle, ça serait moins d'îlots de chaleur, ça serait mieux pour l'environnement. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il existe des techniques, il existe des méthodes que l'on peut faire des structures de chaussée qui ne sont pas faites pour du poids lourd. Le semi-remorque, là, c'est une mauvaise idée. Mais s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Ça va tenir sans problème. Y a-tu... Alors, tu l'as dit au début, là, c'est multifactoriel. Il y a la quantité de transport qui passe dessus. Il y a le gel, dégel. Est-ce qu'il y a une ou des villes au monde qui ont les mêmes facteurs que nous, mais qui réussissent mieux? C'est-à-dire des villes relativement nordiques là, qui ont aussi le gel-dégel puis qui ont une densité semblable à la nôtre. Des villes de qui on pourrait s'inspirer, mettons? Il y en a quand même pas mal. Oui. C'est pas, on n'a pas besoin d'aller loin. En Ontario, au Nouveau-Brunswick, c'est un peu différent. L'Ontario, là, tu m'en reparleras parce qu'on le dit tout le temps que dès qu'on arrive à la frontière imaginaire de l'Ontario, les routes sont plus belles. Puis ça, premièrement, c'est un fait ou c'est ça dépend lesquels. Dans beaucoup de cas, c'est un fait. Bon. Puis aux États-Unis aussi. Oui. Tu traverses la frontière, puis là, c'est lisse. Mais aux États-Unis, je pense qu'ils l'ont fait juste pour nous narguer. C'est vraiment... Ils entretiennent juste l'autre bord. Après ça, c'est en mauvais état. Mais on revient donc aux villes nordiques. Oui, ce n'est pas un problème. Sauf que là, on a pris un retard. Donc là, c'est l'état global du réseau qui est en mauvais état parce qu'on n'a pas fait l'entretien. Et beaucoup de gens veulent politiser un peu ce débat-là en disant que le gouvernement en place ou l'autre d'avant étaient forcément des incompétents. Ils ne l'ont pas fait. Le problème, c'est que c'est historique, notre truc. C'est pas le gouvernement d'avant, c'est l'autre. Puis c'est pas l'autre, c'est l'autre, c'est pas l'autre, c'est l'autre, c'est pas l'autre, c'est l'autre. Fait que, étant donné que nous, au Québec, on change de gouvernement, puis c'est la faute à tout le monde. Parce que personne ne le fait. Il y en a qui ont mis un peu plus d'argent, qui ont grossi les enveloppes pour l'entretien. Mais on a tellement de retard que... Le mal est fait. Le mal est fait. Donc là, on a un retard d'entretien, on a un déficit de maintien des actifs qui est énorme. Et que financièrement, on n'est pas capable de rattraper ça parce que c'est historique. Donc, des villes qui ont maintenu ça à un niveau acceptable, oui, il n'y en a pas de problème. Fait qu'ils n'ont pas des meilleurs matériaux ou des ingénieurs qui sont plus compétents ou des choses comme ça. Ils sont aussi compétents que nous, on est aussi compétents qu'eux. Ils ont mieux fait les choses dans le passé puis ils ont moins cumulé de retard. Ils ont moins cumulé de retard. Est-ce que tu as quand même l'impression, là je te sors un peu de la technique puis de la construction, là, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même une volonté qui est là? Y a-tu quelqu'un à Montréal qui a ce projet-là à cœur qui se penche sur la question convenablement? Puis je te mets une question B à ça. Est-ce qu'on vous consulte, les gens compétents dans le domaine? Il y a beaucoup de gens très compétents à la Ville de Montréal qui travaillent dans le domaine des chaussées. C'est déjà bon à savoir. Oui. Non, c'est vraiment... Et ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est pas... Il y a plein de choses comme... Bon, puis là, ça redevient politique jusqu'à un certain point. Beaucoup de gens parlent du réseau de vélo là, qui a été ajouté, le REV, qui est une très bonne chose. Oui. L'argent qui a été mis là-dedans, elle n'a pas été mis pour refaire des routes. C'est vrai. On peut pas, c'est un argument solide, c'est vrai. Mais on pourrait dire qu'elle n'a pas été mise pour refaire l'école ou pour refaire l'hôpital ou ces choses comme ça. Le fonds, l'argent, la quantité d'argent qu'il y a à la base, c'est très fini comme quantité et c'est séparé dans les différentes enveloppes. Et l'enveloppe chaussée, elle est aussi grosse qu'elle est capable d'être, mais c'est pas assez. Donc, les gens ont les compétences pour le faire et ils font ce qu'ils peuvent, le mieux qu'ils peuvent. Là, il y a une question contractuelle, ça peut être amélioré. Il y a une question d'innovation. Les gens ont un peu peur de prendre des chances. Donc, il y a certains endroits, Ville de Montréal, des fois, ils font des trucs que les autres font pas.
Ils sont prêts à prendre un peu plus de chance. Ils mettent un peu plus d'enrobé recyclé ou des choses comme ça. Ah oui, on essaie ça déjà? Oui, OK. oui. Ben, en fait, on met de l'enrobé recyclé dans beaucoup d'enrobés au Québec, mais on devrait en mettre beaucoup plus. Mais Ville de Montréal, dans certains projets, ils ont fait des projets de recherche dans lesquels ils ont mis un peu plus. Fait que là, les petites villes autour, ben regardent ça. Ben, si lui le fait, nous autres aussi, on est capable. Et tu vois, c'est ça, là, c'est le genre d'information positive qu'on n'entend pas assez souvent. Moi, j'ai jamais entendu ça, là, quelqu'un qui me dit oui, la ville, elle est même, on est même un peu précurseur, on a essayé dans telle beaucoup de chose. cas, Il n'y a personne qui véhicule ce message positif-là. Ben, merci de le faire. Ben, il y a pas de quoi. Ça fait du bien un peu. Mais oui, la collaboration avec les villes comme la Ville de Montréal et nous, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Donc, il n'y a absolument aucun problème là. Puis oui, ils sont ouverts. Mais on revient souvent aux problèmes financiers, quelque part. On est limité. On est limité. Mais les matériaux existent, les techniques existent. Et on peut toujours faire mieux. Nous, on travaille à développer de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, ces choses-là. Puis ils sont ouverts à essayer des choses. Je te demanderais, mettons, de me donner 5, ça peut être moins, ça peut être plus, là, mais mettons 5 solutions qu'on pourrait appliquer dans l'immédiat qui aideraient à notre cause. Et je vais te les demander aussi en fonction du budget, des choses réalistes, là, avec le budget qu'on a puis le mal qu'on s'est fait déjà dans le passé. OK. Si on en prend un qui n'est pas vraiment une solution, mais qui est quelque chose d'absolument essentiel, on ne peut pas réparer les nids de poules. Donc, lorsqu'il y a un nid de poule, on doit absolument le boucher. Mais il faut comprendre que c'est une réparation qui est officiellement temporaire. Ça veut dire combien de temps, ça, excuse-moi, parenthèse? Temporaire, c'est... Il est un peu flou, ce chiffre-là. OK. Parce que s'il y a un nid de poule, on sait que la chaussée, elle est mourante. La chaussée, c'est un patient phase terminale du cancer, il va mourir. Et là, on a mis un petit pansement sur sa graphine, sur sa main. Il va se sentir un peu mieux, il va mourir pareil. Donc, là, c'est tout ça, c'est juste ça qu'on a fait. Sauf que c'est un problème pour la sécurité. Parce que quand il y a un trou, quelqu'un va donner un coup de volant pour essayer de l'éviter ou quelque chose comme ça. Et la chaussée va se dégrader plus vite autour du trou. Parce que c'est une entrée d'eau, c'est une faiblesse. Parce que j'ai le bord de mon enrobé, là, j'ai un trou, j'ai rien qui le supporte. C'est comme si on est sur le bord d'une falaise, puis il y a des cailloux qui tombent en bas. C'est le même principe. Moi, je vais passer sur le bord pour l'éviter. Fait que je vais agrandir le trou tout le temps en passant. Fait que plus je le répare rapidement, mieux c'est. Fait que j'ai pas le choix de le réparer. Mais si ça tient 1 semaine, 2 semaines, je suis content. Ça a fait le travail. Idéalement, je veux que ça tienne 10 ans. Ça n'arrivera pas. Mais si le trou est nettoyé correctement, ça va tenir. Il faut qu'il n'y ait plus de feuilles, plus rien en dessous. Fait que ça, on n'a pas le choix. Maintenant, pour limiter ça, la première chose, c'est l'entretien. C'est l'entretien. Aussi simple que du scellement de fissures. Tout le monde a déjà vu quand on voit comme ces peinturés noires sur la route, là, on a l'impression, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Là, Ils ont scellé les fissures. Donc, il a commencé à avoir des ouvertures parce que plusieurs raisons possibles. Mauvaise construction ou très bonne construction, mais rendue au bout de la durée de vie. Des choses comme ça. Le scellement de fissures, c'est une obligation. De la façon que l'on fonctionne actuellement, il faut qu'il y ait suffisamment de fissures pour qu'on vienne pour les sceller. Donc, c'est pas... Et comme j'ai dit tantôt, aussitôt qu'on voit une dégradation, il faudrait s'en occuper tout de suite. On ne fait pas ça. Parce que, ça coûte cher. Ça prendrait quelqu'un qui, je sais pas, il y a quelqu'un qui est au garage quelque part et il attend. Lui, il attend qu'il y ait une fissure. Aussitôt qu'il y en a une, il part puis il y a celle. Mais bon, ça ne nous tente peut-être pas de payer quelqu'un pour faire ça. Fait qu'on attend, il y a assez de fissures, on les scelle. Si on faisait ça plus vite, déjà là, on limiterait beaucoup, on rallongerait la durée de vie des chaussées. Fait que ça, c'est une chose. Ensuite, on peut faire des chaussées lorsqu'on fait de la réhabilitation, parce que là, on va enlever le parti chaussée neuve, disons qu'on fait une réhabilitation ici. On peut faire des structures qui vont nous coûter plus cher, mais qui vont durer plus longtemps. Du côté américain, en anglais, ils parlent de perpetual pavement, des chaussées à longue durée de vie. C'est une chaussée dans laquelle que je ne vais que changer la couche de surface. La structure en dessous, pour minimum 35 ans, j'y touche pas. Et changer la couche dessus, c'est comme changer la peinture sur votre mur. C'est quelque chose de rapide. C'est mineur. C'est mineur. Okay. Donc, on pourrait faire des structures plus conséquentes. Pourquoi on ne fait pas déjà ça? C'est ça coûte plus coûteux? Pas tant que ça. Et on a beaucoup de structures de chaussées au Québec qui ont été faites comme ça un peu par défaut. Sauf que, même dans certains cas, certaines structures-là, oui, l'enrobé a été mis suffisamment épais, l'enrobé de base qui se trouve être la structure, la force, a été mis suffisamment épais, il y a des problèmes plus bas.
j'ai pas réglé mon problème. OK. Okay? Fait que ça, c'est une chose. Ensuite, il y a plusieurs techniques de réhabilitation qui existent, qui peuvent être faites, qui sont meilleures du point de vue environnemental, et qui nous donnent une bonne durée de vie et qui vont empêcher, admettons, d'avoir ce qu'on appelle de la remontée de fissures. Remontée de fissures, c'est j'ai des fissures dans une couche en bas, puis je remets une nouvelle couche d'enrobé par-dessus. Mais la fissure, elle va se refléter jusqu'à la surface. Donc, je suis capable de faire des matériaux qui vont ralentir ça. Et en le faisant à froid, en le faisant donc sans apport de chaleur, non seulement ça dure longtemps, mais c'est mieux pour l'environnement. Quand je dis chaleur, c'est parce qu'il faut comprendre que l'enrobé, c'est posé à chaud. Donc, lorsqu'on le malaxe, dans l'entreprise où ils font l'enrobé, on est probablement autour de 150 degrés Celsius. Puis c'est posé autour de, disons, 135, 140 degrés. Donc, c'est très chaud. Si on peut le faire sans chauffage, question d'impact environnemental, c'est plus faible. Fait que ça aide de ce côté-là. Une autre solution qui est beaucoup moins populaire, il faut enlever les poids lourds. Le problème de la dégradation des chaussées due au trafic, c'est pas les voitures. Sans embarquer... Même en nombre, même en quantité, ça ne change rien. C'est vraiment le poids du véhicule plus que la fréquence de passage. Ça prend à peu près 10 000 voitures pour faire le dommage d'un camion. Ah ouais, OK. Puis un camion, là, c'est-tu un camion de livraison d'Amazon ou c'est un gros poids lourd? Là, Les deux peuvent faire le même dommage. OK. Parce que la réalité, c'est le poids à l'essieu. Fait que le camion, le cube de livraison qui est vide, c'est comme une voiture. Mais le cube de livraison qui est plein, c'est extrêmement dommageable. Certains autobus, très développement durable et tout, font un dommage hallucinant à la chaussée. Donc, ça dépend vraiment de quel... Tous les véhicules sont différents. Mais il faut garder en tête que la voiture, très peu de dommages. Vraiment très peu. Donc, si on élimine le transport lourd, on élimine une grosse partie du problème. Mais là, ce que tu dis là, je rebondis là-dessus parce que, mettons, le message qu'on veut envoyer, là, on élimine le transport lourd. Qu'est-ce que le citoyen peut faire? Est-ce que nous, on peut faire notre petit bout de chemin? Parce que là, clairement, c'est pas tant que ça d'arrêter de prendre notre voiture là, qui change la donne là, dans le centre-ville. Ça change la donne au niveau environnemental et tout, mais au niveau durée de vie de la chaussée. C'est ça. Là, c'est pas ça. Donc, c'est quoi? C'est d'arrêter de commander des colis, des choses comme ça? Ça peut aider? Entre autres. Okay. On peut très bien avoir des chaussées qui sont condamnées un peu à avoir du trafic lourd, et d'autres dans lesquelles on le limite au maximum. Donc, on sait qu'il faudrait mettre l'emphase sur l'entretien, sur un réseau principal qui ferait du lourd. Puis un réseau secondaire, lui, il coûterait moins cher. On peut faire des choses comme ça. Et on serait peut-être capable d'arriver à quelque chose qui a de l'allure. Mais il faut limiter le plus possible le poids lourd. Politiquement, est-ce que ça peut être quelque chose qui est proposé? Pas très vendeur. C'est un peu un suicide politique. Mais c'est quoi? Je le sais pas. Je sais pas non plus. C'est bien présenté, là. On vous demande de limiter certaines choses, puis en contrepartie, vous allez améliorer ce problème de nid de poule. Je suis pas sûre que ça passera pas. Faudrait que quelqu'un l'essaye. En tout cas, t'es déjà le premier à le proposer. C'est déjà pas mal. Pas le premier, mais faudrait faudrait que quelqu'un l'essaie. Ouais. Parce qu'effectivement, il ne faut pas prendre les citoyens pour des imbéciles. Les gens sont au courant. Et s'il y a une solution qui demande un sacrifice qui n'est pas énorme de la part des utilisateurs, mais le bénéfice va être beaucoup plus grand, les gens vont comprendre. Mais encore faut-il qu'on soit certain que de l'autre côté, il y a une démarche qui est faite par exemple, dans la planification, dans le budget, dans les infrastructures. T'sais. C'est très clair. On ne veut pas être les seuls à se priver. On veut aussi que la ville se mette en branle pour régler le problème. Mais tu m'as quand même confirmé que c'est fait, qu'il y a des gens qui se penchent là-dessus, qui réfléchissent ça. Puis juste, mettons, en terminant, je te poserai une dernière question. Est-ce qu'il existe une technologie miracle? Tu l'as effleuré un peu tantôt. Il y a certains produits qui sont meilleurs que d'autres, mais est-ce qu'il en existe une technologie miracle pour ça, mais qui serait beaucoup trop chère ou qu'on ne se paye pas pour des raisons évidentes? Mais est-ce qu'elle existe ou même pas? Non, il n'y a ça pas. Existe pas. Il n'y a pas de technologie miracle parce qu'on n'en a pas besoin. On sait quoi faire pour faire des structures de chaussée qui vont durer très longtemps, qui vont être bonnes du côté environnemental. On a ce qu'il faut. On sait. On a les connaissances, on a ce qu'il faut. On a déjà des gens, des collègues qui viennent de d'autres pays qui nous disaient en blague, ils ne comprenaient pas pourquoi qu'au Québec, on avait autant de connaissances, on faisait autant de recherches sur les chaussées, puis qu'on avait des routes du tiers-monde. Puis on ne l'applique pas. C'est vrai. Bon, nul n'est prophète en son pays. Ouais. Je sais pas, je ne pourrais pas t'expliquer, mais on est capable de faire une route qui va durer 30-35 ans sans problème.
oui, il faut faire de l'entretien. Bon, je me répète, mais il faut faire de l'entretien. Et c'est possible qu'on ait besoin de changer seulement la couche sur le dessus. En fait, c'est pas possible. C'est un fait. T'sais, on va changer la partie sur le dessus pour que ça reste étanche, pour que ce soit confortable, sécuritaire. Parce que certains matériaux, il va être très sécuritaire, mais il va être glissant. J'ai pas gagné. Donc, oui, on a ce qu'il faut. On est capable de le faire. Merci, Alan. Je pense que c'est une demi-heure durant laquelle j'ai appris énormément de choses. Tu as aussi véhiculé une couple de messages positifs qui, je pense, peuvent faire leur chemin. Fait que je pense que d'en parler aussi, ça peut aider à trouver des pistes de solutions éventuellement. Merci beaucoup pour tes lumières. Ça fait plaisir. Les nids de poules, c'est pas juste des trous dans la chaussée, c'est le symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça, c'est-à-dire le manque flagrant d'investissement dans nos infrastructures. Puis pendant qu'on patche, les factures s'accumulent autant pour la ville que pour les contribuables. Avez-vous des histoires de nids de poules à nous partager? Commentez en dessous de la publication, on veut vous lire. Mais surtout, là, si vous voulez vraiment faire changer les choses, l'important, c'est d'aller voter. Puis d'ici là, continuez de regarder et de partager les Montréalistes.